Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce matin pour le festival Le Temps Presse. Comme vous le savez, ce festival met à l'honneur chaque année pour la 10e édition quasiment consécutive, si ce n'était 2020, des films à impact. Cette année, ce sera le cas aussi. Vous retrouverez tout au long de la programmation de ce festival qui va se tenir donc du 6 au 11 avril à la fois des longs métrages, mais aussi des courts métrages, des tables rondes, des rencontres cinématographiques. Et c'est dans le cadre d'une de ces tables rondes, ou d'un de ces plutôt ciné-débats, que nous avons le plaisir d'être ensemble ce matin et que j'ai le plaisir d'être très bien entourée. J'allais dire accompagnée, mais c'est vrai, quand on regarde nos écrans, on est presque plus entouré qu'accompagné, de Karine Aubry, qui est juste à côté de moi. Bonjour Karine. Bonjour. Vous êtes donc DRH de Dailymotion. Anne-Cécile Mayfair. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour. Vous êtes présidente de la Fondation des femmes. Et Michel Dayan. Bonjour maître. Bonjour Michel. Michel, très bien, bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris et présidente de Lawyers for Women. Et ensemble, on va discuter d'un thème qui est celui du droit des femmes et des incidences que la Covid et l'année 2020 ont pu avoir sur ces droits. Alors, incidences qui sont pour certaines assez dramatiques, mais pas que. Et on va essayer de mettre en lumière aussi les avancées en la matière, puisqu'il y en a eu. Avant de discuter de ce sujet, ce que je vous propose, comme on en a l'habitude avec le Temps Presse, c'est de commencer par découvrir un court-métrage qui a été sélectionné pour ouvrir la discussion. Ce court-métrage, il s'appelle Lovers. Il est signé Alexandre Brizat. C'est un jeune réalisateur. Donc, c'est un film en fait qui a déjà reçu une dizaine de sélections, dont un au Short Film Corner de Cannes, qui a été primé 2 fois. C'est un film qui a demandé 4 mois de travail préparatoire au réalisateur, surtout avec les comédiens, en fait, pour s'assurer de la réussite du tournage, puisque, à l'inverse, le tournage a été particulièrement rapide. Il a dû se jouer en une journée et surtout en un plan séquence sur une plage à Calais. Ce film, c'est une ode à l'amour, c'est un hommage aussi à des parents comédiens, Roméo et Juliette d'un jour, par un jeune réalisateur qui a choisi ce métier pour pouvoir illustrer ses rêves. Alexandre Brizat, donc, qui a signé en fin d'année le premier épisode d'Arte en scène, une nouvelle série de 25 films pour adresser un message de soutien au spectacle vivant, et qui est donc le réalisateur à qui l'on doit Lovers, que je vous laisse découvrir tout de suite. يا روميو، لماذا أنت روميو؟ أنبذ والديك وأرفض اسمك. إنه فقط اسمك الذي أعد بعد كل شيء. Call me with love and I'll be new baptized. كيف أتيت إلى هنا؟ أخبرني روميو، ولأي هدف؟ موتك لا محالة له إذا وجدك أحد والديك. With love's light wings did I approach these walls. For stony limits cannot hold love out. And what love can do that dares love at and therefore the kinsman. God no stop to me. Oye, si te ven aquí te matarán. Llevo el manto de la noche para ocultarme de sus miradas. Pero si no me amas, que me encuentren. Es mejor que acaben con mi vida los que me odian, antes que sin tu amor tarde la muerte. Cuando pienso en las palabras que me has oído decir esta noche, cuánto me gustaría desmentirme. Pero le digo adiós a el disimulo. Vea, ¿me quieres? Je sais que tu vas dire oui, je te croirai sur parole. Pourtant, si tu fais un serment, tu peux le violer. Roméo, si tu m'aimes, proclame d'un cœur fidèle. Madame, je le jure par la lune sacrée Ne là-bas. jure pas par la lune, elle qui change tous les mois sur son arbre circulaire. Mais pourquoi devrais-je jurer? Et ne jure pas. Bien que tu sois ma joie, je n'ai pas de joie de ce serment ce soir. Bonne nuit. Hé, peux-tu me laisser, c'est insatisfait? Ma qual è la soddisfazione che vorresti in questa notte? Trocar contigo votre fier d'amour. Te l'ho impegnata prima che tu me lo chiedessi. Buonanotte. Ai, que noite abençoada. Tenho medo de um sonho, mensageiro em demasia para ser realidade. 亲爱的 Romeo， 再说3个字。如果你的爱是可敬，而你的目标是婚姻，那么我会跟着学你，直到世界的末日。 Sofrai, ma soul. 一千遍晚安。 Love goes towards love. As cool boy from the books. Love from love towards cool Vivevillux.
Lovers, donc. Est-ce que l'une d'entre vous a envie de réagir déjà par rapport à ces images? Personne en particulier? Oui, ok, avec plaisir. Vous m'entendez? Oui. Alors, déjà, sur les images peut-être, tout de suite, Roméo et Juliette, moi, ça m'a fait penser à une belle histoire et ça m'a fait penser aussi à cette clause qu'on appelle Roméo et Juliette concernant le consentement entre des mineurs qui ont une différence d'âge qui serait suffisante pour que finalement le consentement soit plus facilement établi. On va dire ça de façon vulgarisée. Et ça m'a rappelé ce que c'était que Roméo et Juliette, ça m'a rappelé ce que c'était que l'amour, ça s'appelle Lovers, que je trouve que la clause Roméo et Juliette, le nom de la clause Roméo et Juliette est particulièrement mal choisi. Puisqu'on parle on va parler des femmes et de la violence faite aux femmes, on va donc parler de la domination masculine et du patriarcat, et que donc ça s'inscrit dans ce cadre-là, cette discussion sur le consentement et sur l'âge seuil du consentement. Et donc voilà, j'ai pensé à ça, à Roméo et Juliette. C'est bien dommage de ternir ce nom. Voilà, parce que le langage, c'est aussi un lieu de combat, le langage. C'est un lieu symbolique. Et si je puis me permettre, c'est pas en réaction au film, mais vous avez parlé de la Covid tout à l'heure. Si on pouvait, pendant cette heure-là, dire le Covid. Parce qu'on a dit une fois là et une fois le, par souci de... Il y a quand même des décennies, plus que des siècles à féminiser certains noms, à part la secrétaire ou la femme de ménage. Mais alors, la Covid, on l'a féminisé en quelques semaines. Hein. C'est un truc aussi pourri dans l'humanité. On y est parvenu hyper bien, hyper vite. C'est vrai, moi, j'ai mis un an, cela dit. J'ai mis un an à accepter de dire là, une fois sur deux, je dis là, je me dis, soyons gender fluide en matière de Covid, je pense que c'est le cas pour ce virus. Moi, je résiste parce que je pense que le langage, c'est un vrai lieu de combat. Je pense qu'on va en parler, je suis tout à fait d'accord. Et puis sinon, et je termine sur ce que ça m'a inspiré, c'est que c'est la femme qui décide. C'est elle qui embrasse à chaque fois. À la fin des petites séquences, c'est toujours elle qui embrasse sur la bouche, sur la joue, ailleurs, mais c'est elle qui décide. Moi, j'ai trouvé intéressant aussi dans le choix qui a été fait par le festival, le fait que ce soit un homme et une femme au cœur de ce court-métrage. Là, on est sur un plateau, appelons ça comme ça, très féminin. Néanmoins, le sujet des droits des femmes est un sujet qui est porté par autant de femmes que d'hommes, ou en tout cas par beaucoup d'hommes, qu'on n'oublie pas. Et je crois que toutes les trois, quand je vous ai eu au téléphone précédemment, c'est quelque chose qui était important aussi pour vous, pour vos batailles, pour celles que vous menez. Et puis, c'est bien de le rappeler. Je ne sais pas si jamais Karine ou Anne-Cécile, vous voulez réagir à votre tour. Je voulais, moi, je peux partager en tout cas mon émotion sur ce très beau court-métrage. J'étais particulièrement touchée par l'effort de représentativité des différentes personnes sur leur nationalité, leur couleur de peau, leur âge aussi. C'est bien aussi de montrer des personnes d'âge mûr qui peuvent avoir des relations romantiques. Un couple de femmes qui est, est-ce qu'on est dans une relation amoureuse ou amitié, c'est aussi possible, mais un bel effort aussi de visibilité peut-être induit des lesbiennes et qui est un sujet à part entière aujourd'hui dans la société aussi, dans le droit de ces femmes-là qui sont en rupture de tous les codes patriarcats, celles-là. Et donc je trouve ça très beau, l'effort qu'on retrouve dans ce court-métrage de mettre en lumière des gens différents. Merci Karine. Anne-Cécile? Oui, moi je suis entièrement d'accord. Je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir mis toute cette diversité et qui est traduite aussi dans les langues. C'est en fait Roméo et Juliette, c'est l'histoire de toutes et de tous. Moi, c'est ce que j'entends dans ce court-métrage. Et pour moi, l'histoire de Roméo et Juliette, il faut quand même pas oublier que c'est une histoire de très fort contrôle des familles sur la sexualité des jeunes, contrôle et ce contrôle-là, malheureusement, il existe encore. Alors, il existe tout particulièrement pour les jeunes LGBT. Ça, c'est vraiment, ce sont eux qui, parmi tous les couples qui peuvent exister aujourd'hui, sont probablement les couples les plus en danger. Dans certains pays, ils sont poursuivis. Dans certains pays, ils peuvent être quand même condamnés à la peine de mort.
Et on a aussi tous ces couples de jeunes avec toutes ces jeunes femmes qui peuvent, lorsqu'elles sont en couple alors que ça n'est pas autorisé par leur famille, ou lorsqu'elles ont des relations sexuelles, peu importe qu'elles soient en couple ou pas d'ailleurs, lorsqu'elles ont des relations sexuelles qui ne sont pas autorisées par leur famille, elles peuvent être victimes de féminicide. C'est ce qu'on appelle qu'on peut appeler des crimes d'honneur. Alors ça c'est pareil, moi j'aime pas du tout ce mot-là, c'est un féminicide en fait, un crime d'honneur. Donc elles sont tuées parce que elles n'obéissent pas aux injonctions familiales et patriarcales de réserver leur sexualité pour leur corps, leur sexualité, leur fonction procréatrice pour les personnes qui auraient été choisies par leur famille. Et donc c'est vrai que Roméo et Juliette, ça reste malheureusement, c'est pas qu'une pièce de théâtre du XVIe siècle, je crois. On est vraiment encore dans quelque chose de très actuel pour beaucoup de jeunes. De moins jeunes, d'ailleurs, comme le montre le film. Oui. Michel, je le disais en introduction, vous présidez Lawyers for Women, qui est une association en 1901 qui a pour objectif de lutter contre les violences faites aux femmes, justement, dans le monde entier, par le droit, dans les sphères privées et publiques. Donc, vous êtes une association qui réunit des avocats, des magistrats, des notaires, des policiers, des universitaires, etc. Est-ce que, typiquement, ce sujet des violences, en particulier dont est victime la communauté LGBT, est au cœur de vos actions, ou est-ce que vous êtes plus particulièrement dévoués ou dédiés à aux violences plus classiques, disons, dans le cercle familial? Alors, on est une jeune association. On a 1 an et demi. On n'est plus un nouveau-né, mais on est encore un bébé. On est dans la petite enfance, on va dire, de notre association. On lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, on trie pas les luttes et on trie pas les causes. Elles sont elles sont d'ailleurs dans une intersectionnalité en réalité. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup appris, moi qui suis d'une génération de féministes, comme me disent mes enfants, de féministes de plus de 50 ans, ta génération de féminisme raciste, pas moi, mais ma génération, ce qui n'est pas complètement faux. Donc nous, grâce à notre force jeune de Lawyers for Women, on a beaucoup appris sur cette intersectionnalité des luttes. Donc bien évidemment, pour vous répondre, la lutte contre les violences LGBT dont font partie les femmes. Parce qu'on est quand même on lutte contre les violences faites aux femmes. Donc LGBT femmes ou LGBT trans, vous voyez, on serait plutôt dans ce corner-là. Évidemment que c'est quelque chose qui peut nous animer, qui nous animera et qu'on va le développer. Aujourd'hui, compte tenu de notre jeunesse, on est beaucoup plus axé sur la lutte contre les violences faites aux femmes parce qu'elles sont femmes, mais parce qu'elles sont femmes aussi issues de la population LGBT. Donc forcément, par ce biais-là, mais surtout parce qu'elles sont femmes. Mais c'est une lutte qui n'est pas exclue de notre objet, de notre champ social et lexical d'ailleurs. En matière de droit, il n'y a pas forcément aujourd'hui de choses très avancées pour les aider. Anne-Cécile, par rapport à la Fondation des femmes, qui elle n'est pas beaucoup plus vieille, puisqu'elle a été créée en 2016, je crois. Donc c'est pareil. On a une association bébé chez Michel et une association encore petite enfance chez vous. Vous venez justement de livrer par rapport au sujet qui est le nôtre, sur les droits des femmes au sens large, les conclusions d'une étude que vous avez menée un petit peu sur la question, sur exactement le sujet de notre matinée, de notre discussion ce matin. Est-ce que vous pouvez nous donner un rapide, je ne sais pas, mais en tout cas une vision d'ensemble de ces incidences? On a voulu, à la Fondation des femmes, on a voulu analyser l'impact qu'avait eu le confinement, la crise et les différents plans de relance sur l'égalité femmes-hommes. Avec cette question on traverse quelque chose d'inédit, qu'est-ce que ça va changer dans l'égalité ou les inégalités entre femmes et hommes. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en faisant un petit recensement des différentes analyses qui ont pu se faire à droite à gauche, c'est que déjà le confinement, ça avait été une vraie occasion manquée parce que le premier confinement, on était à la maison avec les enfants. Alors, on va revivre ça là. Mais à la maison avec les enfants, comment ça se passe en termes de répartition des tâches? Est-ce une occasion? C'est une occasion de rebattre les cartes. Est-ce que les cartes vont être réellement rebattues ou pas? Et en fait, on s'aperçoit que malheureusement, non. Les femmes, de manière disproportionnée, en cas de confinement, donc parents-enfants à la maison,
elles vont s'occuper de l'éducation des enfants, des devoirs des enfants, elles vont s'occuper du ménage, elles vont s'occuper de tas de choses comme ça. Et c'est plus elles, 2 fois plus elles, qui vont prendre le chômage partiel pour garde d'enfants que les hommes. Alors, il y a évidemment des raisons économiques aussi, puisque le chômage partiel, c'est revenu partiel, et les revenus des hommes sont souvent plus importants que les revenus des femmes, donc il vaut mieux avoir le revenu partiel sur le chômage des femmes. Mais ça aussi, c'est une inégalité entre femmes et hommes. Et c'est ce qu'on montre également sur l'impact de la crise qui a duré depuis le mois de mai dernier jusqu'à maintenant, puisque cette crise est devenue une crise économique. Et en réalité, les inégalités salariales entre femmes et hommes ne se sont pas résorbées, voire même vont s'accentuer dans les années à venir, parce que pendant cette crise économique, on voit dans toute crise, c'est toujours les personnes qui sont les plus fragiles, qui sont au bord de tomber dans la précarité, qui effectivement tombent en premier. Et les personnes au bord de tomber, c'est plutôt les femmes. C'est le chiffre. Pardon, ouais, j'allais juste confirmer ce que vous disiez par rapport aux chiffres publiés par l'Organisation internationale du travail, qui annonce qu'on va assister à la disparition de plus de 25 millions d'emplois et que les premiers sur la liste sont les emplois à temps partiel et peu rémunérés, dont une grande partie des emplois féminins. Voilà. Et donc, quand on se rend compte de ça, on se dit peut-être que quand on va relancer l'économie, il faut qu'on y prenne attention, parce qu'en fait, il faut aussi relancer la machine de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et malheureusement, pour le moment, les plans de relance, il y a eu des petits plans de relance à l'été de 35 milliards, et puis là, il y en aura d'autres de 100 milliards à l'avenir, ont complètement passé ça sous silence. C'est-à-dire qu'en fait, le mot femme n'est même pas prononcé, le mot genre non plus, je vous rassure. Et donc, on est sur... c'est un truc qui est complètement oublié, quoi. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet. En fait, il y a des sujets importants. C'est relancer l'économie, c'est l'aéronautique, c'est l'économie verte, c'est le numérique. Et puis, il y a des sujets pas importants, c'est l'économie femmes-hommes. Mais l'égalité entre femmes et hommes, ça n'est pas un sujet anecdotique. En fait, c'est un sujet... C'est là, c'est partout dans la société. Et donc, quand on veut relancer l'économie, il faut y faire attention pour éviter de encore accentuer les choses. Et là, les plans de relance, en favorisant des secteurs qui sont très masculins et en ne mettant à aucun moment des conditions aux entreprises pour respect de l'égalité ou pour mixité de leurs équipes ou pour féminisation de leur secteur, aucune condition, aucun plan de formation pour aider les emplois féminins à se reconvertir vers ces secteurs qui vont être tirés vers le haut grâce à la relance. On va malheureusement, si rien n'est fait, mais ils peuvent encore changer les choses, si rien n'est fait, on va être à nouveau dans une accentuation de la précarité des femmes, d'une destruction des emplois qui sont plutôt des emplois féminins dans le care, dans la vente, voilà. Et le paradoxe, c'est quand même que c'était les femmes en première ligne. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'une crise où c'est les femmes qui ont tant donné, particulièrement les femmes, et les hommes aussi ont donné, mais particulièrement les femmes, que ce soit elles qui soient le plus désavantagées par la suite, c'est paradoxal. Et donc nous, on essaye d'alerter pour essayer de dire faites attention à ça, parce que ça va être la cata. ONU Femmes dit c'est 25 ans de retard qu'on va prendre en quelques mois. Karine, du coup, vous êtes très concrètement confrontée aussi au problème, puisque vous êtes aux ressources humaines de Dailymotion. Comment est-ce que on parle beaucoup de responsabilité sociétale et sociale des entreprises aujourd'hui? Comment est-ce qu'on réagit face à ces informations quand on est vous? Moi, je considère que effectivement l'entreprise, l'employeur a une responsabilité effectivement de veiller. C'est pas je considère, ça c'est la loi qui nous dit. On a une responsabilité de sécurité par rapport aux conditions de travail de nos collaboratrices, de nos collaborateurs, santé physique mais santé mentale. Et donc bien sûr, ça on a pris la mesure même avant le premier confinement de notre impact en tant qu'employeur sur les individus, sur les êtres humains, effectivement, qui constituent notre société, les salariés et aussi les partenaires. On a d'être en télétravail total, on l'a vu comme aussi une opportunité de revoir la façon dont on mesurait le bien-être des gens au-delà de la machine à café. Donc on a fait des enquêtes au sortir du confinement notamment, et du coup on va en refaire un an plus tard pour mesurer notamment la santé mentale et le stress de nos collaborateurs, collaboratrices. Et on a vu chez nous, et c'était important je pense de l'incarner dans nos sociétés, pas que ça reste que des stats des organisations mondiales, mais on a confirmé dans les sondages qu'on a fait, les enquêtes anonymes, externes, qui préservent la confidentialité bien sûr, mais que les personnes les plus exposées au stress étaient les femmes, notamment les femmes en situation de soutien de famille avec des enfants, mais aussi avec des personnes âgées.
on a vu cette partie-là. Et un point commun sur les hommes dans ces situations d'aidants, de care. On parle souvent des métiers qui sont mal reconnus et ce rôle de mal reconnu. En tout cas, on l'a vu chez nous, l'exacte transposition. Et on a réagi souvent en anticipation, en tout cas sans attendre des consignes gouvernementales pour apporter autant de réconfort que possible en flexibilisant les horaires de travail, en maintenant les apps, comme c'est le cas, là, on l'a annoncé en début de semaine, avant l'annonce du président Macron hier, de toutes les personnes qui sont concernées par des problèmes de garde d'enfants, de maintenir leur salaire, pas avoir besoin de regarder son compteur de congé, etc. C'est absence autorisée. On sait très bien que tout le monde, et on fait ce pari que tout le monde va faire de son mieux, mais qu'il y a effectivement trop de stress pour on a toujours maintenu le revenu à 100% pour pas avoir ce stress-là en plus des autres. Donc moi, je considère que c'est la responsabilité de l'employeur, d'une logique, on va dire, s'il fallait aller dans une logique ultra-capitalistique, c'est de toute façon bon pour la rétention, pour notre marque employeur. Il n'y a aucune raison pour moi de ne pas faire cet effort, de prendre en compte la réalité de ce que vivent les gens, surtout dans une industrie comme la mienne, sur la tech en général, Internet, où on sait qu'en plus on a beaucoup de mal à attirer les femmes. Et donc on a, au contraire, en fait, en 2020 et encore en 2021, mis l'accent sur toute notre politique en termes d'égalité et de féminisation de nos équipes. On l'a vu comme une opportunité de se remettre en question et une nécessité surtout de le faire parce qu'on ne pouvait pas juste se résigner à cette tendance-là et montrer l'exemple que c'est possible quand on le veut. Ce que vous me disiez aussi en préparant cet entretien, c'est que vous avez été directement confronté à des cas de violence conjugale parmi les employés Tout à fait. C'est effectivement un des impacts directs, c'est que heureusement pas énormément et heureusement pas dans des proportions graves. Enfin, on n'est pas dans des féminicides, mais effectivement, on l'a vu et on l'a partagé en interne. Il faut toujours, en tout cas au niveau du comité de direction, sans forcément donner les noms des cas individuels, mais se dire cette réalité qu'on voit dans la presse, c'est chez nous. Ce n'est pas les autres, c'est nous et on a un rôle à jouer là-dedans et on veut jouer ce rôle. Et voilà, j'ai la chance chez Dailymotion d'être dans une équipe de direction que j'ai pas besoin de convaincre de l'importance de ça. Et dans un groupe qui est soucieux de ça. Mais il faut l'incarner. Ça peut pas rester des statistiques. Il faut mesurer dans l'entreprise pour dire voilà, ça c'est nous. Ouais. Bon, après, il faut noter aussi que côté entreprise, c'est la première fois, je crois, qu'il y a autant de femmes PDG dans le classement Fortune 500 qui est paru. Je pense que les lignes vont peut-être bouger parce que les entreprises seront de plus en plus dirigées par des femmes. Pour en revenir en tout cas à la question des violences faites aux femmes et au combat mené par votre association, Michel, on l'a vu, les appels aux associations littéralement explosé pendant le premier confinement. Du coup, comment est-ce que vous avez d'abord géré très concrètement et quelle est la situation selon vous sur ce sujet dramatique? Alors, c'est ce qu'on se disait quand on a préparé notre entretien préalable à ce festival. La chance, c'est mieux que si c'était pire, de ce confinement qui a été quand même un enfermement dans l'enfermement quand même. On est enfermé à l'intérieur de soi déjà quand on est une femme victime de violence, et alors on est enfermé à l'intérieur de soi avec son agresseur à double tour en période de confinement à compter du 17 mars, je crois, jusqu'au 11 mai et en réalité bien après. La chance, donc je le disais, c'est que c'est arrivé juste après le Grenelle. Et que je pense que ça a une incidence, en tout cas moi c'est ce que j'ai vu dans mon activité d'avocate déjà, dans le cœur de mon réacteur nucléaire de ma profession et puis dans l'activité de mon association, c'est qu'on avait commencé à en parler beaucoup pendant le Grenelle. La parole s'est quand même libérée, l'écoute c'est pas encore ça, mais la parole s'est libérée, donc certaines écoutilles quand même se sont ouvertes. Et donc juste après, il y a eu quand même la loi sur l'ordonnance de protection en décembre qui a changé beaucoup de choses, et juste après il y a eu le confinement. Et de façon très concrète, pour répondre à votre question, vous savez que c'était vraiment, tout était absolument fermé lors de ce confinement qui en était un vraiment. En mars, il n'y avait que très peu d'audiences qui continuaient à se tenir. Et en matière familiale, les seules audiences qui continuaient à se tenir étaient les audiences pour les ordonnances de protection. Donc qui permettent en 6 jours, grâce à la loi post-Grenelle,
d'obtenir notamment l'expulsion du conjoint, concubin, ex-conjoint, etc., violent, et des mesures de protection et de la femme, et de la mère, et des enfants. Donc moi, j'ai eu beaucoup d'audiences pendant ce confinement, d'ordonnances de protection, et évidemment un nombre très croissant de demandes favorables, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Donc ça, c'est plutôt, je ne vais pas dire que c'est un impact positif, mais c'est plutôt bien tombé, on va dire, hein, parce qu'on était un peu sur cette lancée. C'était un drame, mais c'était un drame dont on avait confiance. Quelque chose aussi qui m'a beaucoup... alors, on a mis en place plein de permanences. Le CNB, le Conseil national des barreaux, a mis en place des permanences H24, 7 jours sur 7 pour les violences. Nous, on a mis en place des permanences au barreau de Paris. Moi-même, j'étais disponible H24 pour les clientes victimes de violences conjugales. Et puis, ça a permis aussi... tout d'un coup, vous savez, il y a eu cette espèce de moment de solidarité qui est plus tellement là, je trouve. Malheureusement, vous savez, comme disait Camus, le malheur a la mémoire courte. Mais pendant ce moment-là, on se sentait solidaire de nos soignantes, de nos soignants, de nos caissières et donc de nos voisines victimes de violences conjugales. Et pour la première fois, parce que la France est quand même un pays traditionnellement de délation pour les juifs ou pour d'autres personnes, mais en revanche, pour les femmes victimes de violences qui sont vos voisines, un peu moins. Hein. On est plus discret, on va dire. Or là, j'ai été confrontée à de nombreuses gardes à vue d'hommes violents qui ont été déclenchés par un appel téléphonique de voisins. Qui s'inquiétaient parce que au moment des courses, donc au moment où on se croisait dans l'escalier ou dehors, vous voyez, il y avait des regards qui étaient échangés ou alors des cris qui étaient entendus, parce qu'on ne peut plus se contenir, ce que l'on peut masquer en période de confinement, tout éclate au grand jour, c'est un révélateur incroyable. Donc les cris, ils sont forcément, ils sont beaucoup moins étouffés, ils sont beaucoup plus présents, ils sont beaucoup plus fréquents, et tout le monde est dans l'immeuble, donc tout le monde peut l'entendre. Et donc, il y a eu cette prise de conscience que c'était l'affaire de toutes et de tous. Beaucoup plus. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti. Et puis, peut-être on en parlera plus tard, on a mis en place des actions très concrètes pendant le confinement, notamment sur des applis qui vont perdurer. Et pour revenir sur ce que vous disiez... concernant la RSE, en fait, pour Dailymotion, mais d'une façon générale. Moi, j'ai vu post-confinement, on a eu beaucoup de demandes auprès de Lawyers for Women et on est en train de les satisfaire et c'est très heureux, de sociétés qui ont été beaucoup plus attentives, justement, à la situation des femmes. Je ne parlerai pas de l'égalité là, mais des violences faites aux femmes dans leur sphère privée, et qui ont mis en place des permanences qu'on a mis en place en ligne dans un premier temps, et puis j'espère que quand on sera vraiment déconfiné, on pourra le faire en vrai, des permanences en ligne grâce au fonds de dotation de plusieurs entreprises pour les salariés victimes de violences conjugales. Et ça, je pense que parce que c'est quand même, je reviens au titre, droit des femmes, incidence du Covid, et les bonnes nouvelles de 2020. Les bonnes nouvelles, c'est que ça a permis de mettre en place des choses, vous savez, ça a généré une créativité, une inventivité qui pourrait perdurer, je l'espère, après sur justement ces permanences en ligne, ces permanences en visio, ces permanences téléphoniques, dans le cadre de la RSE notamment, des entreprises qui vont s'occuper non pas seulement de l'égalité homme-femme en tant qu'outil de développement économique, parce qu'il ne faut pas se cacher les choses, c'est aussi un outil de développement économique, l'égalité homme-femme, c'est mieux pour l'entreprise, mais aussi pour ce qui se passe chez elles. Et là, vous voyez, ce qui se passe chez elles dans leur foyer, quand elles sont avec leur bourreau, parce que c'est ça dont il s'agit quand même. Et c'est vrai que ça a été à la fois l'explosion des violences et à la fois une réponse beaucoup plus efficace qu'elle ne l'était avant. Mais qui a Anne-Cécile, vous avez la même impression que Michel par rapport à la fois la prise de conscience de la société, quelque chose qui nous concerne un peu plus tous, et puis peut-être un soufflet qui retombe un petit peu un an après le début du confinement. Vous accompagnez un certain nombre d'associations, d'information des femmes, c'est important de le rappeler. On a été extrêmement, pardon, je me branche. On a été extrêmement mobilisés pendant le premier confinement, et c'est vrai que c'était ce qui était très exceptionnel, c'est que vu que c'était une situation inédite,
et qui a mis par terre toutes les chaînes classiques de solidarité et toutes les manières dont on arrive à se dépatouiller un peu quand on a des problèmes en temps normal, c'est-à-dire par exemple une femme victime de violence qui peut, s'il n'y a pas d'hébergement là tout de suite maintenant, elle peut passer 2 jours chez sa cousine, chez sa tante ou partir dans une autre région. Là, elle ne pouvait plus le faire. Et puis les lieux d'hébergement étaient pour certains complètement confinés parce qu'il y avait des cas de Covid. Et on avait... et on avait aussi des chaînes de solidarité, comme par exemple les banques alimentaires qui avaient fermé, les restos du cœur, il n'y avait plus de bénévoles, donc elles n'avaient plus à manger, plus nulle part où aller, et pas les ressources classiques qu'elles utilisaient d'habitude. Donc, on s'est retrouvé avec une situation avec des violences qui explosent d'un côté et pas possible pour les associations de les aider, quoi. Donc là, on a fait un appel à dons et on a eu plusieurs millions d'euros en quelques semaines. Donc ça, c'est complètement inédit pour nous. On récolte pas ces fonds-là d'habitude. On est sur des montants beaucoup plus modestes. Et donc, on a vu à ce moment-là des entreprises dire, nous, en fait, quoi qu'il en coûte, un petit peu comme le président de la République, on va vous donner ce qu'il faut pour que vous puissiez venir en aide aux femmes. Et les citoyens-citoyennes qui nous ont fait des dons ont fait la même chose. Et c'est vrai qu'ensuite, cette générosité-là, qui était un petit peu dans le feu de l'action et sur un temps court, elle était très mobilisée, ça s'est un petit peu délité. Et on a eu, par contre, ce qu'on voit avec les résultats de 2000, quand on regarde en termes de chiffres, même si on dit que les violences, elles ont explosé, ce qui est vrai, et c'était des violences très graves, les féminicides qui sont donc quand le conjoint tue sa femme, qui sont la forme la plus aiguë des violences faites aux femmes, là, par contre, on a réussi à faire qu'il y en ait moins, et même vraiment moins, parce qu'on est sur entre 96 et 100 féminicides selon la manière dont on compte pour l'année 2020, alors qu'on était à 146 en 2019. Donc on a une baisse quasiment de moitié du nombre, enfin un peu moins, mais 40% du nombre de féminicides. Et ça, c'est dû à la mobilisation des associations qu'on a réussi à financer, ça c'est clair, mais également, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, tout le monde, toutes les associations de terrain nous ont dit, c'est incroyable, la police, quand on l'appelle, elle vient. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas systématique avant. La police, effectivement, vu qu'elle n'était pas déployée sur des choses qui sont comme par exemple, il y avait beaucoup moins de trafic de drogue dans la rue, il y avait beaucoup moins plein de problèmes sociétaux, vu que les gens étaient confinés chez eux, ils ne pouvaient plus faire tout un tas de trucs. Et donc, les policiers, ils avaient aussi comme consigne politique, ça c'est Christophe Castaner, qui leur avait dit, votre truc numéro 1, c'est violence intrafamiliale, donc vous vous concentrez que là-dessus. Et donc, la priorité politique, elle a été donnée, et les flics, ils ont été franchement impeccables. C'est-à-dire que nous, on a eu énormément de situations où les policiers venaient immédiatement, ils prévenaient les associations en disant, voilà, on va aller chercher telle dame, on va l'exfiltrer parce que là, c'est très dangereux. Il faut que vous ayez une place pour la voir tout de suite après. Ça, c'est de la coordination entre acteurs qui se fait malheureusement pas en temps d'habitude de manière systématique. Et là, c'était vraiment généralisé. Et la justice, c'est pareil, a fait passer ces dossiers-là. Donc, avec un secteur associatif, avec des moyens de la police et de la justice, c'est vrai qu'on a vu, alors il y avait quand même énormément de violence, même plus que d'habitude, mais il n'y a pas eu on a réussi en tout cas à, au minimum, assurer une chaîne de protection qui fait que malgré les violences très fortes, on a réussi à sauver la vie d'un certain nombre de femmes. Michel, Karine, je vous vois toutes les deux opiner du chef et réagir. Est-ce que vous voulez réagir à voix haute ? Si je peux partager ce que j'estime être la contribution des employeurs dans cette chaîne de solidarité. Ce que nous, on a essayé humblement de mettre en place, c'est dès le début de mettre en place ou de rappeler l'existence des hotlines de soutien psychologique qui existaient. Et effectivement, de manière externe, en confidentialité. On a aussi essayé, en tout cas, de casser le tabou de la santé mentale au travail pour dire que c'est OK à un moment de pouvoir dire là, en ce moment, je vais pas bien. Et parfois, j'ai besoin de mon travail pour aller mieux. Parfois, ça me rajoute de la peine. Donc, on a fait beaucoup de conférences sur le sujet de la santé mentale, essayer de briser ce tabou. Dès qu'on a pu, on a essayé d'organiser, de rendre possible, en tout cas, la venue au bureau. Évidemment dans le respect des consignes et vraiment dans le strict minimum, mais notamment dans les cas où des personnes avaient besoin d'une excuse de travail pour pouvoir sortir de chez elles, pouvoir aller au commissariat, pouvoir effectivement contacter en toute confidentialité dans un endroit bienveillant des associations, des cellules d'aide, notamment des femmes, pour pouvoir les aider à sortir d'une situation dangereuse pour elles.
Du coup, il y a des facteurs qui sont concomitants. Michel, vous parliez tout à l'heure des applications. Il y a la multiplication aussi des initiatives citoyennes ou des associations de défense des femmes et de protection des femmes. Il y a aussi peut-être les canaux de communication. On se rappelle de la grosse communication du gouvernement pour que le 3919 devienne un réflexe pour tous. Est-ce que c'est une action plutôt qu'une autre? Est-ce que c'est simplement la concordance de toutes celles-là qui ont fait qu'on peut quand même se réjouir du fait qu'il y ait des vrais progrès dont vous témoignez toutes les trois? Alors, il y a des vrais progrès, mais je suis très, enfin, comme vous toutes, hein, manifestement, je suis très méfiante. Hein, je pense que rien n'est acquis du tout et que le soufflet peut un peu retomber parce que Anne-Cécile disait très justement, les flics, on les appelle, ils viennent. Un truc de dingue, c'est juste leur métier, mais ils le font. Bah, là, l'expérience que j'ai comme avocate aujourd'hui, c'est qu'à nouveau, ils sont très, très occupés sur la voie publique. Hein. Beaucoup plus depuis quelques mois. Donc voilà, soyons vigilants quand ça veut dire que c'est possible. C'est évidemment une affaire de moyens, c'est une affaire de volonté politique et une affaire aussi de prise de conscience, de mentalité. Il n'y a pas que les moyens. Nous, avec Lawyers for Women, notre particularité, c'est qu'on est une association de juristes, mais qu'il y a des policiers. On a d'ailleurs une policière qui est fondatrice de l'association, une policière, et une commandante de police, et on fait des formations chez les policiers. Enfin, on fait des formations communes. Mais en fait, ce que je voudrais dire par rapport à ce que disait Anne-Cécile, en effet, c'est assez remarquable que les féminicides aient été réduits de moitié. Sachant que 2019, c'était une grosse année quand même hein, pour les féminicides. Mais 2020, c'est vrai, ça a été réduit. Pourquoi? Parce qu'en effet, le féminicide, c'est la photo, c'est une photographie. La photographie dramatique. Une fois que le féminicide existe, on n'échappe plus à la police en général. Hein. L'auteur, si on le retrouve, il n'échappe plus à la police et à la justice. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas la photo du féminicide, c'est le film qui précède le féminicide. Et ce film-là, c'est tout ce qui se passe quand on appelle la police, qu'elle ne vient pas, quand on dépose une main courante, qu'il ne se passe rien, quand on pousse la porte du commissariat et qu'on la referme. Enfin, on la connaît, cette histoire. Donc, c'est pour ça qu'en effet, quand dans ce film-là, qui est le film de la violence intrafamiliale, qui est le film de la violence conjugale, quand ce film-là fait entrer, puisqu'on est dans un festival du film, dans ses acteurs principaux, pas seulement l'auteur, pas seulement la violence, pas seulement le viol, mais également le policier, alors, dans ces cas-là, le film, il se termine mieux. Il ne se termine pas par la mort. Mais en tout cas, moi, ce que je constate quand même, et qui m'inquiète un peu, et qui m'inquiète oui et non, c'est que depuis octobre, en ma qualité d'avocate, moi je fais du droit de la famille, j'ai eu une explosion des violences dénoncées. Alors, je ne dis pas qu'il y a une explosion des violences, elles étaient toujours sous-évaluées parce qu'elles n'étaient pas dites. Mais aujourd'hui, ce qui était beaucoup plus difficilement dissible, la violence intrafamiliale, il fallait vraiment y aller la chercher, ça, enfin, c'est notre job d'avocat, ou dans les associations, ou des policiers, ça. Là, elle est beaucoup plus facilement dite. Alors, est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'elle est plus dite? Mais en tout cas, ce confinement, puis le déconfinement, puis le reconfinement, et puis cette crise qu'on traverse, couplé avec le Grenelle sur les violences et avec la libération de la parole quand même depuis 2017, fait qu'on a une explosion des violences dans les dossiers. Oui, 3/4 des Français, je crois, témoignent dans ce sens-là, hein, d'un sentiment de dégradation sur ce sujet-là. Alors, je ne sais pas si c'est une dégradation, hein, c'est pas ce que je dis, c'est beaucoup plus dit. Un sentiment de dégradation. En fait, a priori, il y avait quelque chose qui n'était pas normal, qu'on pensait peut-être être normal, qu'on ne disait pas. On va avoir un capteur qui s'allume et qui se dit peut-être c'est pas normal, donc on va le dire. Vous voyez, j'ai pas les statistiques. C'est très difficile de savoir quelle est la part d'augmentation des violences ou d'augmentation de la parole libérée sur les violences. Là, il y a un sondage qui est sorti, un sondage Ipsos, FNSF, Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui montre qu'en fait, le confinement a quand même été un moment où des violences sont apparues dans des couples dans lesquels il n'y avait pas de violence physique. Alors, il pouvait probablement y avoir des violences psychologiques déjà, comme souvent. Mais en tout cas, ça a quand même été un générateur de violence. Donc, il y a quand même eu plus de violence. Et nous, ce qu'on a eu sur le terrain aussi, ce que les associations nous ont remonté, c'est des violences plus violentes. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut dire, mais des violences voilà, plus violentes, plus perverses, beaucoup de violences sexuelles sur les conjointes, qui n'avaient pas forcément lieu de cette nature-là ou à ce niveau-là auparavant.
Donc, mais c'est un sondage qui est tout récent, qui a quelques jours, hein, et qui montre justement, qui objective un petit peu le fait que ça a bien été une période, non seulement où il y a eu plus de signalements, mais il y a aussi eu plus de violences parce qu'il y a eu des nouvelles violences qui étaient inconnues jusque-là, qui se sont perpétrées. En tout cas, c'est sûr que moi, je pense que là où il faut faire très attention, c'est à la période qu'on vit maintenant, à l'après, où on est dans une espèce de lassitude. Lassitude, on en a marre qu'on nous parle des problèmes, on en a marre qu'on nous parle du Covid, le reconfinement, et on a une priorisation politique qui est complètement différente. Depuis l'arrivée, très clairement, du Dupond-Moretti et de Darmanin, le sujet des violences faites aux femmes n'est plus du tout mis sur la table de la même manière qu'il l'était avant. Il est plus du tout, nous on le sent aussi dans la relation que nous avons, que nous n'avons pas avec ces ministres d'ailleurs, alors qu'on travaillait bien avec Christophe Castaner et Nicole Belloubet qui avaient bien pris en compte énormément de choses qu'on leur avait remontées, qu'on leur avait dit. Et c'est vrai que Marlène Schiappa avait aussi cette capacité à faire beaucoup de bruit autour des sujets qu'elle porte, et on en a besoin aussi parce que c'est à nouveau c'est un sujet quand on n'y fait plus attention, c'est des femmes qui sont à nouveau en danger parce que quand on n'y fait pas attention, on les laisse se débrouiller toutes seules et c'est dangereux ce qu'elles vivent. Donc voilà, en tout cas attention à l'époque à laquelle on vit, où on a politiquement quand même un désengagement, où on a des engagements politiques. Effectivement, au fait, aujourd'hui, les policiers sont plutôt sur la voie publique. On les a mis à la rentrée de septembre-octobre sur la drogue. Après, on les a mis sur les contraventions des gens, etc. Mais alors qu'en fait, il y a de plus en plus de femmes, effectivement, qui dénoncent des violences et de plus en plus de violences quand même pendant ces moments-là. Donc, attention à ça. Attention à ça parce que ça peut être très délicat. Et sur les employeurs, par contre, je voulais féliciter ce que vous faites chez Dailymotion, hein, et dire que nous, on a eu effectivement plusieurs entreprises qui nous ont expliqué avoir pour la première fois réalisé à quel point les salariés qui étaient chez eux, à quel point ils pouvaient être parfois victimes de violences, parce qu'avec le télétravail, le travail est à la maison. La maison est au travail, le travail est à la maison. Et donc, en fait, l'espèce de barrière qui est de toute façon fictive, mais qu'on met entre les mondes, s'écroule. Et donc, vous pouvez avoir une femme qui est en train de faire une visio sur l'ordinateur et à côté, un mari qui est en train de la harceler, ou dans la pièce d'à côté qui est en train de faire du mal aux enfants, ou des choses comme ça. Et donc, en fait, vous avez cette imbrication des mondes. Et ça a permis à certains employeurs qui sont attentifs à ça, et donc vraiment, je vous félicite, vous devez continuer d'ouvrir les yeux là-dessus, et aussi d'aider des femmes. Et donc ça, c'est le positif, c'est que quand on réalise que les violences, elles existent, c'est aussi, on se donne aussi la capacité d'agir. Et donc, on se donne aussi la capacité d'aider des femmes qui sont victimes de violences à s'en sortir. Et l'employeur a un rôle fondamental parce que c'est grâce à leur indépendance économique qu'elles peuvent aussi s'en sortir beaucoup mieux. Ça ressort du baromètre que vous avez mené avec Kantar, puisque vous étudiez la satisfaction à l'égard de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ce que j'avais noté, moi, c'est qu'elle reculait de manière importante, en effet, depuis 2 ans dans tous les domaines. Moins 10 points dans l'espace familial, moins 6 dans l'espace public, et seulement moins 5 dans l'espace professionnel. Donc, s'il faut chercher dans les mauvaises nouvelles, des bonnes, peut-être qu'on peut se dire que finalement, c'est presque… Alors, c'est une bonne nouvelle en soi, que la satisfaction recule. Alors, ça peut paraître comme quelque chose de négatif, mais en fait, c'est positif. Ça veut dire que les gens ouvrent les yeux. Ça ne veut pas dire que la situation est… Je pense que la situation… alors, la crise est particulière, donc ça grave un petit peu avec la crise. Mais en tout cas, c'est un baromètre depuis plusieurs années. Donc, on voit la tendance depuis plus de 3 ans maintenant. Et ce que ça montre, c'est que les Français et les Françaises sont de plus en plus attachés à l'égalité, que c'est quelque chose d'important pour eux, et que quand il n'y a pas l'égalité, ils le remarquent et ils trouvent que c'est pas bien. Et donc, quand on leur dit « Êtes-vous satisfait de l'égalité au travail ?», quand ils sont de plus en plus nombreux à dire « Non, on n'est pas satisfait », c'est bien. Ça veut dire qu'en fait, ils sont de plus en plus nombreux à trouver que c'est pas juste et que c'est pas normal. Et ils ont bien raison parce que c'est pas juste et c'est pas normal. Et Karine, vous parliez tout à l'heure de marque employeur, et quelque part, la désirabilité d'une entreprise, si elle veut attirer les talents demain, passera aussi par ces chantiers. C'est évident. Aujourd'hui, la jeune génération, je trouve, est beaucoup plus effectivement consciente de l'importance de l'égalité et soucieuse, et n'hésite pas à mettre les employeurs face à leurs responsabilités.
Quand avant on pouvait faire des visites d'entreprise sur site, on a déjà eu des groupes de jeunes très courageux et courageuses qui nous ont dit mais ils sont où les noirs dans votre entreprise, quand même beaucoup d'hommes, donc voilà, c'est aujourd'hui les choses se disent et c'est une super opportunité effectivement, voilà pour les gens engagés pour changer ce monde, se dire ok là on va mesurer, là on va mettre le doigt, on va montrer effectivement ce qui ne va pas. Et parce que de toute façon on nous attend au tournant. Après nous c'est tout à fait en lien avec notre produit de donner accès effectivement à toutes les paroles, d'être dans un environnement qui est sécurisant sur une plateforme vidéo sécurisante. Donc la hauteur de marche pour nous a été relativement faible, mais pour il y a peut-être des industries un peu plus, on va dire, traditionnelles pour qui l'effort est plus grand, mais je vois des volontés partout de traiter ce point-là. D'arriver à plus d'égalité, Michel, c'est une de vos batailles, hein, très concrètement. On parlait tout à l'heure politique, mais sur le plan législatif, puisqu'on parle aussi de bonnes nouvelles, 2021 est une année qui enverra, je pense notamment au congé paternité qui va être doublé dès juillet 2021, de 14 à 28 jours. J'imagine que c'est une source de satisfaction quand on est présidente de Lawyers for Women. Oui, tout à fait. Mais je voulais revenir sur ce que vous disiez. Pardon, hein, non, je vous en prie. Histoire qu'on ait l'impression qu'on soit vraiment à côté les unes des autres. En effet, il y a des bonnes nouvelles. Les jeunes, je suis d'accord avec vous, de plus en plus de jeunes. Je veux dire, moi, ma génération, c'était presque un gros mot de dire je suis féministe. Aujourd'hui, les jeunes femmes de 20 ans, de 25 ans, jusqu'à 30, 35 ans, féministes, c'est vraiment un étendard, c'est une valeur cardinale d'être féministe parce que c'est un humanisme. Voilà. Maintenant, je trouve que les inégalités se creusent en période de crise, c'est ce qu'on constate. De la même façon, je trouve qu'il y a à la fois des progrès extraordinaires de prise de conscience et d'engagement. Toutes ces jeunes femmes qui collent, on n'a jamais autant collé que depuis le mois d'octobre. Je trouve ça extraordinaire, ça fleurit dans la ville, ça jaillit. Et en même temps, je trouve qu'il y a une très grande résistance et qu'il y a aussi, par ailleurs, un machisme, une volonté de domination affichée, une culture anti-féministe très forte et qui s'exprime de façon très forte dans tous les milieux. Et je trouve ça, je crois que c'est Gramsci qui disait quand un ancien monde s'écroule et que le nouveau n'est pas encore né, c'est dans ce clair-obscur que naissent les monstres. Et on a remarqué, puisque moi je parle que voilà, je suis avocate, donc je vais vous parler de mon terrain judiciaire, et avec notamment la vice-présidente de Lawyers for Women, Carole Bascarel, qui fait beaucoup de droit de la famille comme moi, on était effarés toutes les deux ces dernières semaines de voir le nombre de femmes violentées au sein de leur domicile par le père de leurs enfants, qui ont des condamnations pénales pour non-présentation d'enfants ou des gardes à vue pour non-présentation d'enfants. Je n'ai jamais vu ça en 25 ans quasiment. J'ai dû voir une garde à vue pour non-présentation d'enfants quand il y avait, d'une façon générale, alors quand il y avait des violences, je vous en parle même pas. Et là, il y a une espèce de résistance même de certains tribunaux ou de certains policiers qui vont être d'une violence extrême avec les femmes victimes de violences parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se creuser et on est dans un entre-deux qui, moi, m'inquiète un peu. Il faut être super vigilante et vigilant dans cet entre-deux. Mais pardon, je n'ai pas répondu à votre question. C'était pas grave, on a le temps de le faire en deux temps. Les bonnes nouvelles, l'égalité, je ne sais plus. Non, mais c'est bien sûr essentiel d'alerter sur les risques de l'instant, mais c'est vrai que c'est important aussi de relever les avancées qui sont faites, et il y en a eu au long de l'année. Le congé paternité en est un exemple. Le projet de loi que vous aviez porté peut-être aussi sur l'allongement du délai de l'IVG, même s'il a été retoqué, mais j'imagine que vous allez continuer de défendre. Alors, il avait été retoqué pour plein de raisons, parce qu'on a eu 1000, on l'a porté avec Rada Hatem de la Maison des Femmes, et c'est Laurence Russinel qui l'a porté. On s'est fait retoquer pour plein de raisons plus ou moins légitimes, et même plus ou moins orthodoxes juridiquement, qu'avec des législatifs, tout ce que vous voulez. On a absolument allongé tous les délais pendant le confinement, y compris celui pour convoquer une assemblée générale extraordinaire d'une société. Mais en revanche, les 2 petites semaines pour l'IVG, c'était vachement compliqué. Tout d'un coup, c'était extrêmement compliqué. Même la déclaration d'impôt, on avait 2 semaines de plus. Mais le délai d'IVG, non. Parce que
c'est une vraie violence. Et là, dans cet enfermement-là, vous imaginez ces femmes. Moi, j'ai eu je suis pas gynéco-obstétricienne, je suis avocate, mais des femmes victimes en plus de violences. Je parle d'un cas paroxystique, mais on peut aussi ne pas être victime de violence et ne pas vouloir garder un enfant, qui vous expliquait qu'en plus, cette espèce de honte qu'elles avaient de se dire je vais quand même pas aller à l'hôpital, c'est pas une urgence, les gens meurent tous les jours. Moi, je vais demander un rendez-vous juste parce que voilà, c'est une grossesse non désirée ou c'est une grossesse que je ne désire plus, tout simplement. Donc, on n'a pas eu cet allongement. On nous a expliqué, enfin, il y a eu un allongement pour l'IVG médicamenteuse, tout ça. On nous a expliqué que ce serait un vrai débat de société, un vrai débat de fond, sur un débat de fond quand ça concerne les femmes. C'est un débat de fond qui concerne beaucoup les hommes aussi. Et donc, c'est un débat de fond. Et donc, on verra après la crise. Et puis, en fait, là, à nouveau, il y a eu des amendements, on a été retoqués. Et ces 2 petites semaines, ces 2 petites semaines, pour voir de quoi on parle, elles n'ont toujours pas été adoptées. Mais on en parle, je crois que c'est pas aujourd'hui ou dans quelques jours, l'anniversaire du manifeste des 343, c'est ça, salope. Et ben, on en est toujours là, c'est-à-dire c'est toujours un droit que l'on concède aux femmes. Ce n'est pas un droit des femmes, c'est un droit que l'on concède. Et là, d'ailleurs, la Thaïlande et l'Argentine, pour le coup, ont fait de grands pas puisqu'elles ont toutes deux décriminalisé l'IVG cette année. Cette année, en 2020. Ouais. Oui, du coup, l'année dernière, en effet. Cette longue année qui ressemble à un grand tunnel, c'est pour ça que je dis cette année. On voit pas vraiment qu'on est passé en 2021. Oui, tout à fait. Vous avez d'autres sources de satisfaction. C'est un drôle de mot quand on parle de sujets comme cela, mais est-ce que vous avez des bonnes nouvelles en matière de droits des femmes à nous partager, Anne-Cécile, par rapport aux différentes associations que vous accompagnez, ou Michel ou Maître Dayan, par rapport à d'autres pays? Moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait des choses qui ont progressé de manière incroyable. Donc, on l'a dit sur la prise de conscience des violences faites aux femmes, mais aussi la prise de conscience des violences faites aux enfants, avec ce projet de loi sur les violences sexuelles, qui est un projet de loi quand même qui est très intéressant, dans lequel il y a des choses sur lesquelles nous, on est pour le coup, des idées qu'on défend depuis plusieurs années, donc et réussir à faire comprendre que l'écart d'âge induit une violence, qu'en fait l'écart d'âge induit une pression, et donc que le consentement ne peut pas être recherché quand il y a un écart d'âge trop fort entre un majeur et un mineur. Moi, je pense que c'est extrêmement important, c'est fabuleux. Le fait qu'on arrive à mettre un peu plus de mots et à criminaliser un peu plus l'inceste, là encore, alors toujours pour une personne mineure, mais quand même, c'est aussi des avancées qui sont, pour voir de là où on vient. Le livre de Camille Kouchner a été une déflagration et ça a été fabuleux. Le hashtag #MeTooInceste, s'il y a un tabou parmi les tabous, c'est bien celui-là. Et là aussi, je trouve que la société, elle a vraiment... elle a avancé, donc tout est toujours un petit peu comme ça, toujours un petit peu paradoxal. C'est vrai que d'un côté, on a l'impression que toujours le verre à moitié vide ou à moitié plein. D'un côté, les choses progressent, les féministes sont plus jeunes et plus décidées et déterminées que jamais, parce qu'on a vu aussi en septembre les jeunes lycéennes qui défendaient le crop top. On a vu ensuite les jeunes Corses avec le hashtag #IWasCorsica, des toutes jeunes qui dénonçaient la culture du viol en Corse et qui dénonçaient leurs violeurs. Enfin, c'est génial ce qu'elles ont fait. C'est un courage fou. Et donc, on a tout ça. Alors, c'est vrai que de l'autre côté, évidemment, que la résistance, elle est là et qu'elle s'organise et qu'elle essaye de pas nous laisser passer trop vite, passer trop fort. On voit aussi des petits retours en arrière avec des personnages quand même entre Gérald Darmanin et Dupond-Moretti, qui ne sont pas du tout des personnages qui sont sur nos sujets, en faveur de nos sujets. C'est quand même assez étonnant qu'il y ait ces nominations-là dans une période post-MeToo où il y a une prise de conscience des violences faites aux femmes de dingue. Nous, on le voit dans les sondages qu'on fait avec Kantar, que vous pourrez retrouver sur prioritéfemmes.fr, où on montre, en fait, on sonde tous les ans le ressenti des Français par rapport à l'égalité, mais aussi par rapport aux violences. Et on voit qu'il y a vraiment un très fort attachement des Français à la lutte contre les violences conjugales en premier lieu, mais aussi violences sexuelles en deuxième lieu, violences sur les réseaux sociaux. On voit qu'il y a vraiment une très forte inquiétude et une envie de bouger là-dessus. Et politiquement, voilà, c'est pas encore... j'ai l'impression que la société est plus en avance que les politiques sur ces sujets-là. C'est pas qu'une impression, c'est vraiment, on le voit dans les faits, la société elle est quand même vachement plus en avance. Alors la résistance, elle s'organise aussi avec les antis, avec ce qu'on appelle les masculinistes.
c'est sûr qu'il faut y faire attention parce qu'ils sont forts sur les réseaux sociaux. Et dans certains pays, ils ont amené des choses terrifiantes comme des tueries. Il y a eu des tueries masculinistes, donc des hommes qui sont persuadés que le sexe suprême, c'est le sexe masculin et que les femmes sont en train de déviriliser la société, qu'il faut vraiment reprendre le pouvoir parce que ces féministes, elles font n'importe quoi. Et donc, ils sont allés à débarquer dans des salles de classe d'ingénieurs et à tuer les femmes ingénieurs, par exemple. Ça, c'était au Canada. Aux États-Unis, on a ce qu'on appelle les incels, donc c'est les involuntary celibs, donc c'est les jeunes hommes qui sont célibataires, contraints à être célibataires. C'est-à-dire qu'en fait, à cause des féministes, on raconte aux femmes qu'il ne faut pas qu'elles consentent à n'importe quoi, et donc résultat, ils sont célibataires à cause des féministes. Et ils ont aussi fait des attentats et tué des femmes. Il y a eu des tueries de masse de ces jeunes hommes qui ont, pour se venger de ces méchantes femmes qui ne voulaient pas avoir de rapport sexuel avec eux. Donc on a tout ça, ça existe. On a les anti-IVG qui sont très forts, mais en même temps, moi j'ai envie de me dire qu'on va faire confiance à cette énergie formidable qui est en train de surgir de toutes ces femmes et de tous les hommes qui les soutiennent. Et moi, je fais confiance à ça. Je fais confiance au fait qu'on est de plus en plus nombreuses à être attentives, qu'on est de plus en plus nombreuses à ne plus avoir envie de renoncer, à être déterminées. Et c'est ça qui va faire qu'on va gagner. Et c'est ça qui va faire qu'on ne va pas reculer déjà et qu'on va gagner ensuite. C'est qu'on est de plus en plus nombreuses à être féministes et à ne pas avoir peur de le dire. Vous êtes déjà en tout cas 3 juste ici. Karine ou Michel, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce que vient de dire Anne-Cécile ? Si je peux donner des exemples de choses d'entreprises qui se diraient, tiens, c'est le moment de joindre ce combat sur des choses que nous, on a faites. On avait déjà le congé de paternité à 4 semaines, en fait, dans tous nos pays du monde l'année dernière, parce qu'on fait partie d'un chouette mouvement qui est le Parental Act. Et donc, en 2021, voyant en plus, on l'avait déjà prévu, et voyant que le gouvernement suivait la société civile, on l'a passé à 8 semaines. Pour les seconds parents, donc c'est pas seulement le congé paternité chez nous, c'est pour l'autre personne avec qui on a un enfant. Et je pense que c'est important effectivement de donner plus de place à la parentalité et à accompagner ce moment dans la vie. Et je pense, voilà, le retour sur investissement, il est long terme et oui. J'ai pas de quand le modèle de la Finlande avec 164 jours accordés à part égale aux 2 parents chez Dailymotion? On y arrivera. Et, non, mais c'est on vient aussi de former, enfin, le fait d'être en télétravail chez nous, c'est aussi une opportunité de former des gens à des sujets difficiles sans les exposer. Alors, sauf les personnes à qui à la maison, c'est difficile, mais en tout cas, peut-être un peu plus sûr qu'au bureau ou derrière, on ne sait pas trop quand je quitte la salle de formation quel genre de conversation on va avoir. Et donc, on a formé toute l'entreprise, les 350 salariés, CODIR inclus, à la prévention des agissements sexistes et des violences sexuelles. En 2021, en se disant c'est maintenant, on le fait, on y passe tous. Donc on a fait ça avec EGAE, qui est l'organisme de formation de nous toutes et de Caroline Vasse. Et donc on a formé tous nos salariés dans le monde sur un programme mondial unique pour tout le monde qui a permis d'avoir des conversations et de montrer que la majorité, elle est effectivement dans le soutien et le combat contre ces violences-là et d'affirmer qu'il y a zéro tolérance chez nous pour ces sujets-là. Et c'est pas réglé. Je considère pas que c'est réglé. Ça a permis de libérer l'écoute. La parole était là, mais ça a libéré l'écoute et ça permet d'avoir des actions vraiment concrètes. Et toute action qui permettra de favoriser l'information, la formation, l'éducation, de toute façon, ne pourra que servir ce sujet. Et en la matière, je crois qu'il y a eu d'ailleurs aussi de nombreux progrès qui ont été faits dans le monde, même si forcément le fait d'être face à des outils digitaux creusent par ailleurs les écarts. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a toujours les 2 côtés d'une pièce, de la pièce. Michel ? Oui, pour ajouter à cet optimisme contagieux d'Anne-Cécile, bien sûr que ça avance, bien sûr que ne serait-ce que qu'on soit là, même si on est que des femmes. Nous, notre coprésident est un homme, on a une parité quasi parfaite au conseil, au bureau de L4W, des jeunes femmes, des jeunes hommes, une espèce d'énergie incroyable. On en parle beaucoup, donc on libère la parole. L'écoute se libère doucement quand même, elle est beaucoup moins libérée que la parole. Bien sûr que maintenant, le 8 mars, on arrête d'offrir, enfin en tout cas, quand on vous offre une rose, vous dites non, on veut pas des roses, on veut des droits. Donc on commence à se dire que la fête des femmes du 8 mars, c'est pas Julio Iglesias ou les femmes, mais que c'est la fête, que c'est l'égalité en réalité homme-femme. Donc ça aussi, je l'ai entendu pour la première fois le 8 mars, de la part de très jeunes, de dire, mais attends, je veux
pas qu'on m'offre des roses, c'est pas voilà. Donc ça, bien sûr, que c'est plutôt une avancée, qu'on parle de tout cela, mais voilà, moi, ma crainte, bien sûr, le consentement, nous on a été auditionnés, j'ai été auditionnée à plusieurs reprises par Alexandra Louis sur cet âge, sur ce seuil d'âge, et c'est très important parce que c'est les enfants, alors on va pas dire les femmes et les enfants, c'est que pourquoi ? Parce que l'inceste, les violences sexuelles sur mineurs, c'est quand même une des manifestations de la domination patriarcale et de la domination masculine. Donc forcément, ça rejoint la lutte contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité, et que les enfants, c'est quand même l'angle noir de la politique publique depuis des décennies et des décennies et des décennies. La violence faite aux enfants, elle est quand même très peu dite et elle est quand même très peu prise en charge. Heureusement, grâce à cette loi sur le seuil d'âge du consentement, on commence à ouvrir une toute petite lucarne. C'est même pas une fenêtre, on ouvre une lucarne et c'est très bien, c'est extraordinaire. Mais c'est quand même encore quelque chose qui est très fragile. Mais moi, ma crainte toujours, je ne veux pas du tout être rabat-joie, mais c'est marrant, j'ai écouté hier, parce que je pense à La Grande Familia, je pense à Vanessa Spingora, bien sûr, mais une de mes clientes, m'a dit « Mais l'inceste, c'est uniquement dans les milieux très favorisés et très intello. » Je dis « Bah non, en fait. » Mais ouais, mais parce que en fait, faut voir en ce moment, ce qui se passe. C'est Vanessa Spingora, c'est Camille Kouchner, on en parle à la Grande Librairie. Il n'y a pas beaucoup qui vont... Nous, on écoute la Grande Librairie, nous toutes. Mais il faut voir aussi qu'il y a des inégalités. Hier, justement, il y avait... comment il s'appelle, cet auteur merveilleux, Louis, je vais oublier son prénom, Eddie Bellegueule, en finir avec Eddie Bellegueule, voilà, qui expliquait ce que c'était que les violences faites aux femmes, surtout chez les femmes précarisées, quand s'ajoute à la violence faite aux femmes des violences économiques. Il parle de sa mère, les métamorphoses et les combats d'une mère. Voilà, je pense à ça parce que je l'ai vu hier soir. Et on est encore, je le crains, dans un microcosme, nous toutes d'ailleurs. Alors, moi, évidemment, vous, dans votre entreprise, vous avez un panel de la mixité sociale. Anne-Cécile, à la Fondation des femmes, vous essayez également d'avoir un panel par rapport à toutes les associations avec lesquelles vous travaillez. Nous aussi, dans notre exercice professionnel, on essaie d'avoir un panel assez large, mais il n'empêche que je crains que ce dont on se félicite tant de cette libération de la parole, de l'écoute, dont on prend conscience sur les réseaux sociaux, dans les médias, des livres qui s'écrivent, il y a quand même la moitié de la population, voire les 3/4 de la population, qui n'y ont pas accès du tout et qui n'ont pas encore, vous voyez, entré dans les mœurs, dans leur prise de conscience, parce qu'il y a aussi des urgences économiques qui font que c'est pas celle-là l'urgence, la lutte contre les violences faites aux femmes et la lutte pour les inégalités. Voilà, contre les... Il reste du chemin à parcourir, c'est sûr. Mais en tout cas, pour conclure par rapport au 8 mars que vous citez, moi je trouve qu'on peut en tout cas se réjouir d'une chose, c'est qu'on a le 8 mars entendu beaucoup parler des droits des femmes et qu'on a beaucoup entendu célébrer cette journée des droits des femmes et non plus la journée de la femme tout court, comme ça a pu être le cas. Et comme on se l'est toutes dit au téléphone lors de notre échange préalable. Donc, comme il faut quand même terminer sur une bonne note, parce que c'est comme ça. Moi, je trouve que c'est toujours mieux. Je vous propose qu'on se dise ça. Et surtout, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir pris le temps d'échanger sur ce sujet et d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. À vous qui nous regardez. Merci Michel. Et si vous souhaitez continuer à suivre le festival, je vous rappelle que les longs métrages sont diffusés tous les soirs à 20h sur la 25e heure et que vous retrouverez toutes les informations du Temps Presse sur le site letempspresse.org. À très bientôt.